Alors, on va terminer avec notre dernier artiste, Eugène Delacroix. On va nous parler Claire Bessette, qui est la directrice du musée Eugène Delacroix, donc pour nous chercher les traces de Delacroix dans son dernier atelier. Est-ce qu'il y a un dernier Delacroix avec son dernier atelier, qui correspond à son dernier atelier? Donc la question du contexte de la création se pose effectivement de manière particulière pour le Musée national Eugène Delacroix, parce que non seulement il est consacré à un créateur, le peintre Eugène Delacroix, comme son nom l'indique, mais il est également installé dans un lieu de création, qui est le dernier atelier de Delacroix. À la fin de l'année 1857, Eugène Delacroix emménage dans le nouvel appartement qu'il loue au 6 rue de Furstenberg. C'est son marchand de tableaux, Haro, qui lui a trouvé ce lieu, ce nouveau logement proche de l'église Saint-Sulpice, où il peint le décor de la chapelle des Saints-Anges. Il a obtenu de pouvoir construire son atelier, dont il a choisi le décor, dont vous voyez une vue actuelle depuis le jardin. L'atelier a perdu un certain nombre d'éléments décoratifs depuis l'époque de Delacroix, malheureusement. Il est orienté au sud, ce qui est assez peu habituel pour un atelier d'artiste, mais beaucoup plus commode pour Delacroix, qui y accède facilement depuis l'appartement. Et ce n'est pas non plus son lieu de création exclusif, puisqu'il a également une maison à Champs-Rozay, dans la forêt de Sénart. Lorsque le musée Delacroix, dont vous voyez une vue relativement actuelle, donc datant de cet été, acquiert, conserve, expose, commente une œuvre de Delacroix, il se pose forcément à un moment ou à un autre la question, cette œuvre a-t-elle créé ou a-t-elle été conservée par le peintre dans l'atelier ou dans l'appartement au 6 rue de Furstenberg. Donc je vais vous montrer l'artiste, donc voilà, Eugène Delacroix. Donc quand il meurt le 13 août 1863, il a dicté son testament 10 jours plus tôt. J'entends formellement qu'il y ait vente publique et aux enchères par commissaire-priseur de tout ce qui m'aura appartenu, en dehors des objets que j'ai légués. Et les legs sont relativement peu nombreux, essentiellement à des proches, comme sa gouvernante Jenny Le Guillou, à quelques amis. Alors on aurait aimé aujourd'hui que comme Gustave Moreau, Delacroix puisse léguer avec un caractère d'ensemble l'ensemble de ce qu'il avait dans l'atelier. Mais ça n'a pas été le cas. Et dans cette recherche d'un état des lieux dont nous ne possédons pas d'images, ni peintes, ni dessinées, ni photographiées, l'inventaire après décès est une source essentielle. Grâce à lui, nous entrons une première fois dans l'intimité d'Eugène Delacroix, grâce à une liste de meubles, d'objets, qui vont du coucou suisse au presse-papier écrevisse, en passant par une hallebarde, mais aussi et surtout les œuvres d'art, qui sont l'objet d'une liste tout à fait à part dans cet inventaire. Donc on peut compter 630 tableaux, études, ébauches, esquisses, pastels, lithographies, aquarelles. Et puis aussi et surtout 8300 dessins et estampes rangés dans des cartons. Alors évidemment, il y a des œuvres de Delacroix, il y a des copies peintes ou dessinées par lui d'après des maîtres, par lui ou par d'autres artistes d'ailleurs, des copies des œuvres de Delacroix par ses assistants, qui ont pu l'aider notamment pour la réalisation des grands décors, comme Pierre Andrieux ou Louis de Planay, j'en parlerai un petit peu à la fin, et aussi des œuvres d'autres artistes comme Monsieur Auguste ou Géricault qu'il possédait. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui cet atelier d'environ 65 mètres carrés au sol, qui est quand même très haut de plafond, on a du mal à voir comment tout cela pouvait être arrangé. On voit une sorte d'accumulation dans laquelle Delacroix pouvait puiser des sources d'inspiration. Dans la suite de cet inventaire après décès, le catalogue de la vente à l'hôtel Drouot en plusieurs vacations et 858 numéros en février 64. Et là, le lien se distend avec l'atelier, parce que les œuvres sont classées par thème, les dessins sont regroupés par lot autour des décors et des tableaux. Ils peuvent provenir de la maison de Champs-Rozay comme de l'atelier de la rue de Furstenberg. Et on est moins proche du contenu que pouvait avoir le lieu, en fait. Comme l'a écrit Philippe Berti dans la préface du catalogue de la vente, Delacroix attachait non sans raison le plus haut prix à ses cartons. Il ne les ouvrait que pour ses élèves et pour ses amis les plus intimes. Il voulait qu'après sa mort, il vince comme un argument solennel protester contre les reproches incessants d'improvisation et de facilité qu'on lui adressait. Un autre, pas forcément un témoignage, mais c'est le journaliste Pierre Véron qui rapporte dans sa chronique parisienne, 10 ans après la mort de Delacroix, dans le journal amusant,
une conversation peut-être fictive entre Delacroix et un de ses amis. Delacroix, un jour qu'un de ses amis lui rendait visite, regardait les tableaux accumulés dans son atelier. C'était l'époque où personne ne voulait acheter sa peinture, où chacun méconnaissait ce talent qu'on devait plus tard exalter jusqu'au délire. Et comme Delacroix restait immobile et muet, « Mais à quoi diable songes-tu » demanda l'ami. « Je pense que je voudrais être mon héritier », lui répondit Delacroix. Et si le musée Delacroix n'est malheureusement pas l'héritier d'Eugène Delacroix, il ne peut cependant pas se désintéresser complètement de cet héritage. Et je vais vous montrer quelques exemples en fait d'œuvres avec toute cette problématique de l'atelier. Alors, donc on va commencer par un dépôt du département des peintures du musée du Louvre au musée Delacroix, qui est la lionne prête à s'élancer. Alors, moi, elle m'intéresse particulièrement, parce que je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, mais tout en bas à droite, vous avez une date qui est 1863. Donc, moi, quand je vois 1863, je pense que Delacroix l'a peinte dans l'atelier. Ce qui est tout à fait réjouissant, parce qu'on l'imagine tout à fait sur un chevalet en train de peindre cette lionne avec un paysage qui évoque un petit peu le Maroc 30 ans après le voyage au Maroc. Alors elle ne figure pas dans l'inventaire après décès dont je vous ai parlé, ce qui signifie qu'elle a sans doute quitté l'atelier avant le 13 août 1863. Alors, où est-elle allée ? Il y a une panthère dans le catalogue de la collection de la vente Carlin, de vente de la collection Carlin du 29 avril 72. Et après, on l'a su assez bien dans différents catalogues, jusqu'à son legs au Louvre en 1902. Et on peut supposer que cette panthère est notre lionne, en fait. Voilà. Alors, autre exemple, donc là, on a vu un tableau qui était peint dans l'atelier. Ce portrait de Thalès Fielding par Delacroix était peint beaucoup plus tôt, puisqu'il date à peu près de 1824, juste au moment où Fielding s'apprête à rentrer à Londres. Alors, donc, c'était un ami de Delacroix avec qui il partageait un atelier 20 rue Jacob. Alors, rue Jacob, on est à 2 pas de la rue Turcinbert. On est quasiment au musée Delacroix. Et on peut supposer que quand Delacroix s'est réinstallé en 57 dans ce quartier, c'était aussi parce qu'il y avait de bons souvenirs de jeunesse. Donc c'est un tableau qui est peint bien antérieurement, mais qu'on trouve celui-ci par contre dans l'inventaire après décès. C'est le numéro 147, un portrait du peintre Fielding par Monsieur Delacroix. Il porte le cachet de cire de la vente après décès, et on voit dans un des catalogues annotés qu'il a été vendu à un ami de Delacroix, Achille Piron. Donc là, on est dans un exemple assez intéressant. Et d'ailleurs, les tableaux faisaient une paire, parce que si Delacroix fait le portrait de Fielding, Fielding a fait également le portrait de Delacroix, et les deux ont pu entrer dans la collection du musée Delacroix en 2009. Donc c'est un tableau qu'il a gardé, sans doute pas pour s'en inspirer, mais en souvenir d'un ami. Donc on voit un peu la typologie des œuvres qui pouvaient être dans l'atelier jusqu'à la mort de Delacroix en 63. Donc un autre exemple, les œuvres qui pouvaient se trouver dans l'atelier tout en ayant été peintes antérieurement. C'est cette maquette pour la bibliothèque de l'Assemblée nationale, que Delacroix a conservé, qui a le catalogue, le cachet de la vente après décès, le cachet de cire ED que vous voyez reproduit tout en haut sur mon PowerPoint, et que Delacroix a conservé parce qu'il s'agit d'une œuvre préparatoire. Aujourd'hui, on apprécie son caractère d'esquisse rapidement brossé, le fait que les couleurs soient mises en place tout de suite dès l'origine. Il y a une espèce de liberté dans la touche, notamment dans la manière dont il peint les animaux, la végétation. Mais Delacroix n'aurait pas exposé ou vendu ce type d'œuvre. S'il l'a gardé dans son atelier, c'est pour avoir un souvenir d'un décor qu'il avait fait qui n'était pas forcément facilement accessible. Et puis aussi parce que c'était une œuvre où il y avait tout
toute la création en fait, tout ce caractère d'esquisse dont il pouvait s'inspirer aussi en reprenant ses idées pour les décors qu'il avait réalisés, des dessins préparatoires qu'il avait pu faire. Donc il y a vraiment dans cette accumulation d'œuvres dans l'atelier un caractère de source d'inspiration pour l'artiste. Donc cette maquette est bien dans le catalogue de la vente après décès. Voilà. Mais alors curieusement, alors attendez, et on sait qu'elle a été adjugée à Monsieur Aubry, mais elle n'est pas dans l'inventaire après décès, elle a été oubliée. Alors que figurent les 14 esquisses pour les pendentifs de la Chambre des députés et une coupole qui est également aujourd'hui au musée de la Croix pour la Chambre des pairs. Donc, comme quoi il faut toujours recouper suffisamment les différentes sources. Et finir par un cas assez intéressant également. Donc, quand on regarde les œuvres, celle qui est en bas à gauche, c'est une œuvre de Delacroix, Hercule attache en héré. On voit bien son caractère préparatoire parce qu'on voit au fond la mise au carreau. Il y a un certain nombre d'audaces chromatiques, comme les cheveux verts de Néré. L'ensemble, on voit qu'il y a une grande virtuosité dans la manière de peindre, en particulier le petit monstre marin qui est fait en quelques coups de pinceau, les cheveux également. Il y a des reprises avec le manche du pinceau dans la draperie. Donc il y a tout dans cette œuvre qui nous dit c'est une esquisse de Delacroix et c'est une esquisse qui sert pour la réalisation d'un décor qui est celui du salon de l'appel de l'hôtel de ville de Paris, qui a brûlé au moment de la Commune. Donc c'est en plus un témoignage de ce qui est un décor qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Parce qu'avec la mise au carreau, on voit bien la manière dont Delacroix travaillait. Donc, il faisait l'esquisse et ensuite, ses assistants, donc là en l'occurrence Pierre Andrieux, faisaient le report sur le grand mur du dessin, en s'aidant de cette mise au carreau. Et puis quand vous la comparez au niveau du style avec l'œuvre qui est en haut à droite, qui elle est donnée effectivement à Pierre Andrieux, on voit bien il y a beaucoup plus de détails, la touche est beaucoup moins légère, beaucoup plus lourde, et que c'est vraisemblablement une copie d'après le décor réalisé, le décor final en fait. Donc on est beaucoup plus dans une œuvre qui est dans un autre moment du processus de création, vraiment à la fin, et qui permet de se souvenir de ce qu'était ce décor. Alors là où les choses se compliquent un petit peu, parce que là ça a l'air très simple, mais c'est que dans la documentation, il peut y avoir souvent une certaine confusion entre les copies faites d'Andrieux par Delacroix, les esquisses de Delacroix, les Delacroix repris par Andrieux, etc. D'autant plus que Delacroix, en fait, a légué à Andrieux l'ensemble des œuvres préparatoires pour le Salon de la Paix, à la fois ses propres esquisses et les esquisses, ses copies faites par Andrieux. Et alors, concernant Hercule attache en héré, quand vous regardez le catalogue de la vente après décès de Delacroix, donc vous avez bien un tableau de Delacroix, c'est numéro 47, il enchaîne Néré. Et quand vous regardez le catalogue de la vente après décès d'Andrieux, vous avez un Hercule enchaîne Néré d'Eugène Delacroix, vendu quelques années plus tard. Et qui ne peut pas être le même, puisque le premier a été... on le suit très bien dans différentes collections, dont celle d'un monsieur Arosa, et que le tableau a été photographié au moment de la vente de la collection Arosa en 1878. Donc ce n'est pas celui qui a pu être ensuite dans la vente Andrieux. Donc il est tout à fait... Et c'est aussi très étonnant que Delacroix lègue à Andrieux l'ensemble de ses esquisses et qu'il y en a une qui se trouve dans la vente après décès de l'atelier de Delacroix. Voilà, donc l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'en fait Delacroix ait pu faire deux esquisses différentes et que dans la mesure où ça faisait une espèce de doublon qui n'intéressait pas forcément Andrieux par rapport à l'idée qu'il pouvait avoir d'avoir tout le décor du Salon de la Paix, il n'en est pris qu'une seule des deux en fait.
Et alors, j'arrête là le suspense. Celle-ci, c'est celle qui était dans la vente de l'atelier de la Croix parce qu'elle a le cachet de la vente après décès derrière. Voilà. Et qu'elle correspond vraiment très bien à la photographie du catalogue de vente de la collection Arosa que nous venons d'acheter pour la documentation du musée de la Croix. Donc, au-delà de toutes ces questions liées à l'exploitation des différentes sources de connaissances, finalement, les archives, les témoignages d'époque, les catalogues de vente, les catalogues raisonnés, l'examen visuel des œuvres et des revers, et à leur importance respective. Quand on met ce filtre de l'atelier dans nos recherches sur les œuvres, finalement, on aborde des questions un petit peu différemment. Parce qu'on aborde beaucoup de questions qui sont liées à la création. Qui est l'auteur de ces œuvres, quelle est leur fonction, et aussi comment expliquer ces œuvres aux visiteurs, parce que quand on va mettre sur le même mur un tableau de salon, une esquisse pour un décor et une copie, réalisée par un assistant de la Croix, il faut pouvoir expliquer quelle était leur fonction et leur place dans le processus créatif. Sinon, les visiteurs, pas forcément avertis, peuvent les mettre sur le même plan. Et c'est très dommage que c'est aussi le rôle du musée d'expliquer la manière dont travaille un artiste, surtout quand le musée est dans un atelier, et replacer les choses dans le processus de création. Ça pose aussi des questions sur l'évocation du lieu, l'évocation de l'atelier. Effectivement, quand on n'est plus l'atelier tel qu'il était à l'époque de Delacroix, mais qu'on est aujourd'hui un musée. Fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On comprend que Delacroix lui-même a brouillé les pistes, finalement, sur cette période de sa vie avec la vente de l'atelier, et puis que le phénomène des copies ne simplifie pas les choses. Et bon, on voit quand même bien émerger le lieu comme un moyen de la création, finalement, elle-même. Et on nous a bien expliqué également l'enjeu en termes de muséographie et de médiation, effectivement, pour que le public se retrouve dans les différents niveaux des œuvres qui lui sont présentées.